L'essor de nouvelles technologies d'information et de communication, vous le savez, a reconfiguré notre espace communicationnel et il n'est pas sans impact sur la communication politique avec les réseaux sociaux. D'aucuns affirment même que la communication politique connaît une nouvelle orientation. Alors, quel enjeu de la communication politique numérique, passage obligé ou pratique à haut risque? On en parle dans cette émission, votre magazine Congo Press Club. Et pour en parler justement sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Jean-Claude Nkou. Il est donc journaliste et éditeur d'Africa Baobab. Et une casquette que tout le monde connaît, mais je m'aurais quand même ajouté, vous avez plusieurs casquettes. Il faut se dire que vous êtes spécialiste en Internet, réseaux sociaux et e-réputation. Mais à la base, vous êtes ingénieur informaticien, chercheur en intelligence artificielle. Pour l'instant, vous êtes en cours donc de PhD à l'université de Georgetown, aux États-Unis d'Amérique, dans l'intelligence artificielle et la médecine. Ça fait beaucoup de casquettes. Bon, pas très exactement la médecine, mais c'est plutôt la télémédecine et la e-santé, qui est un mariage puissant entre les technologies, notamment l'intelligence artificielle et effectivement la médecine, ce qui donne au milieu à la télémédecine, l'e-santé, etc. Donc, bienvenue sur ce plateau de Congo Press Club. Merci. Merci. Alors, lui, c'est Vivian Manangou. Il est donc universitaire, proche de l'opposition. Il est enseignant-chercheur à l'université Marie-Ngouabi, à la fac de droit. Il est ancien porte-parole du candidat à la présidentielle de 2016, Brice Parfait Kolela. Il nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Monsieur Vivian Manangou, un plaisir. C'est pour la première fois, mais j'espère que ça ne sera pas la dernière. Écoutez, tant que vous m'invitez, Télé Congo devrait être pour tous les Congolais, donc je suis content d'être là. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc parti pour ce nouveau numéro de votre magazine Congo Press Club. On se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau de Congo Press Club, on parle de la communication politique. J'aimerais quand même dire à nos téléspectateurs que selon Wikipédia, la communication politique est une forme de communication spécifique aux affaires politique. Alors, elle a généralement pour vocation d'aider à favoriser le soutien de l'opinion publique de la personne qu'elle sert, aussi bien pendant une élection que dans l'exercice de son mandat. Donc, cette question de la communication politique à l'ère du numérique va donc nous intéresser. Je vais poser la première question à quelqu'un qui est politique, parce que lui, il est intéressé au premier chef, avant de parler avec les spécialistes. Alors, moi, je dirais que la communication suit le politique comme son ombre. Est-ce que vous serez d'accord avec moi? Oui, complètement. Il est aujourd'hui impossible de véritablement mener des actions politiques sans une très bonne communication. Mais il est aussi fondamental de ne pas oublier que la politique, c'est d'abord derrière la vie des gens. Donc, il faut communiquer, mais il faut surtout être capable de prendre des mesures qui changent la vie des gens. Parce que la politique, c'est d'abord changer la vie des gens. Donc, la communication en politique, c'est très bien, mais l'amélioration de la vie des gens, c'est quand même mieux. Alors, à M. Jean-Claude Nkou, je vais quand même paraphraser un enseignant également de l'Université Paris de Panthéon, qui est bien connu, M. Arnaud Mercier, qui l'affirme, la communication et la politique nouent de liens consubstantiels couvrant plusieurs dimensions, et ce, bien avant le sort des médias, des masses que nous connaissons. Est-ce que vous approuvez aussi son idée, en tant que spécialiste? Oui, bien sûr. Il faut bien distinguer quand même les deux choses. Il y a la politique, c'est vrai, il y a la communication de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on parle de communication politique qu'il faut systématiquement superposer ou confondre les deux choses, en sachant que l'une a sa raison d'être et que les deux ensemble sont là pour booster l'une et l'autre. Puisque c'est le sujet qui nous amène, c'est-à-dire que est-ce que cette communication politique par rapport à l'apport du numérique, ce qui est pour retomber dans ma propre sphère, est-ce que ça a quel impact en fait? Où est-ce qu'on va avec ça? Est-ce qu'il faut passer par là? Est-ce que jusque-là on peut faire de la communication politique autrement aujourd'hui que sur Internet ou sur les réseaux sociaux? Alors justement, on va en parler, c'est d'ailleurs la grande question, mais laissez-moi, permettez-moi de vous interrompre, mais pour vous poser cette question, parce que vous avez la parole avant de donner à M. Manangou. Alors, qu'est-ce que fondamentalement l'Internet, les réseaux sociaux ont changé dans la communication
tel que nous le faisions avant? Alors, il ne faut pas voir la chose en termes de ça a changé quelque chose. Qu'est-ce que ça a apporté en fait? Nous considérons que l'avènement de l'Internet et spécialement les réseaux sociaux dans la communication politique, eh bien, c'est une extraordinaire opportunité pour les politiques justement qui ont besoin de se rendre plus proches de leur audience, hein, de l'opinion, cette fois-ci de pouvoir ne pas seulement être lié à la contrainte des médias classiques, parce que vous savez que même quand on est politique et qu'on a envie de communiquer, on est quand même devant, pas un barrage, cette difficulté de dépasser les médias classiques tels qu'ils sont faits. Hein. Il faut des heures, il faut du temps limité pour passer à la télévision, il faut se faire inviter à la radio pour pouvoir porter son message à son opinion. Là, l'apport, on va dire, d'Internet et des réseaux sociaux, c'est plus d'amener le politique plus proche de son opinion, de son public, pour y porter son message, parce que communication veut dire avoir un message à porter, et surtout aussi un visuel qui l'accompagne, etc. Et ça, l'avantage, cette fois-ci, c'est de pouvoir aller au plus près de ses auditeurs, de son opinion, pour lui parler en direct, pour l'impacter plus directement. D'aucuns diront que la télévision traditionnelle fait autant que la radio. Oui, mais c'est pas de la même. Je veux dire, la temporalité, elle n'est pas la même. Le timing donné n'est pas le même. Si vous êtes sur Internet, si un politique est sur Internet ou notamment sur les réseaux sociaux, ben, il parle en permanence à son public. Il le touche directement parce qu'aujourd'hui, le public se trouve. Vous savez, aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, les gens utilisent beaucoup plus comme source pour toute chose, hein, l'Internet, les réseaux sociaux. C'est le meilleur endroit par excellence pour un politique d'être présent, en sachant que c'est aussi l'occasion de montrer plus de proximité, pourquoi pas plus de transparence, parce que l'échange, les règles d'échange même sur Internet et sur les réseaux sociaux ne sont pas les mêmes qu'à la télévision. Et en plus, c'est une occasion quand même pour le politicien de se donner une image de quelqu'un qui est connecté, de quelqu'un qui est technophile. Et en période électorale, eh ben, c'est la meilleure façon d'aller vraiment sur le terrain. D'accord. Monsieur Vivian Manangou, est-ce que pour vous, acteur politique, il est important aujourd'hui d'aller sur les réseaux sociaux pour communiquer? Incontestablement. Il est aujourd'hui impossible de se passer d'Internet. Pas simplement pour des raisons de stratégie politique, mais aussi, et M. Nkou l'a évoqué, pour des raisons de proximité du message. Parce que sur Internet, vous avez des publics qui, quelquefois, vous ne pouvez pas toucher par les médias traditionnels. Et donc, en passant par Internet, évidemment, on peut toucher plus large, on peut toucher... Regardez le miracle aujourd'hui de WhatsApp. Regardez en combien de temps et combien de personnes on peut toucher par un message WhatsApp. C'est-à-dire qu'il est fondamental aujourd'hui de faire de cet espace-là un moyen, une occasion de rapprocher les citoyens, non pas seulement des politiques. Un point, excusez-moi de vous interrompre, il a parlé de la transparence. Et est-ce que pour vous, c'est différent quand un politique communique via les médias traditionnels avec Internet? Vous vous sentez une obligation de transparence? Oui, bien entendu, parce que de toute façon, la télé, les médias traditionnels exercent ce qu'on appelle des filtres. Ils exercent des filtres, et ce sont des filtres naturels, puisqu'ils ont des lignes éditoriales, puisqu'ils ont des obligations, et qu'ils doivent respecter. Sur Internet, évidemment que c'est un rapport plus direct. Ces rapports directs impliquent notamment beaucoup de transparence. Le mec qui vient vous suivre parce qu'il veut vous suivre et qu'il arrive, qu'il trouve que tout ça c'est un peu du maquillage, du théâtre, il ne reviendra pas demain. Donc vous êtes obligé de faire en sorte que la personne qui vient vous suivre, de sa propre volonté, soit obligée, trouve qu'il y a quelque chose de transparent, de sincère, la sincérité, de façon à ce qu'ils reviennent demain. Donc évidemment que ça change et que ça révolutionne le rapport entre ceux qui suivent, les citoyens, à qui est destiné le message politique, évidemment, et les politiques. Ça me rappelle d'ailleurs, là nous sommes en 1996 aux États-Unis, lors de la campagne présidentielle. On voit bien que dans ce pays-là, les gens étaient déjà dedans, ils faisaient campagne grâce à Internet. Le grand exemple de tout cela, c'est l'élection de 2008 avec Barack Obama, qui a fait campagne grâce à Internet. Et aujourd'hui, on voit bien avec Macron également, qu'on sent cette volonté d'aller plus avec une communication sur Internet que des journalistes. Je même, selon mes informations, que la maison de presse ou la salle de presse à Élysée a été déplacée. Donc,
de là où elle s'est trouvée, justement parce que Macron privilégie un bonhomme avec un smartphone. Et vous, en tant que politique, vous sentez que nous, ici au Congo, on emboîte les pas ou on a cet esprit, on est encore en retard? Bon, alors, vous allez me créer des inimitiés. Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut quand même distinguer plusieurs générations de politiques. Le rapport que les politiques ont au Congo avec Internet. Ouais. Vous avez des gens qui sont d'une certaine génération, on va dire plutôt les jeunes cinquantenaires jusqu'en bas, qui sont assez accros sur Internet, qui ont une présence très effective sur Internet. Ça traverse d'ailleurs les courants politiques. Et puis vous avez la génération d'un peu d'avant, qui eux n'y croient pas beaucoup. On sent bien qu'on les pousse à aller vers ça. Ils ont des conseillers qui font, mais ils n'ont pas de présence comme pourrait l'être M. Trump, qui communique officiellement des messages de la Maison-Blanche sur Twitter. C'est-à-dire que vous voyez bien le décalage qu'il peut y avoir entre une certaine génération d'hommes politiques, quel que soit leur âge par ailleurs, parce que moi j'ai toujours pensé que l'âge n'est pas une référence en politique, et qui, eux, s'arriment à ce nouveau courant. Et puis vous avez tout un côté, un certain nombre de personnes plutôt conservatrices, qui, eux, considèrent que le mieux, quand ils veulent dire quelque chose, c'est toujours venir voir M. Le Pote à la télé. Et alors que certains, par un tweet, font des choses, et des choses efficaces. C'est-à-dire, les relations internationales aux États-Unis aujourd'hui, rendez-vous compte, la dernière fois qu'il a eu le sommet en France, c'était le G7, du G7, tout le monde attendait la réaction de Trump, le tweet que M. Trump allait faire, pour voir si c'était une réussite ou pas. C'est-à-dire que parce que la dernière fois, la fois d'avant, il avait tweeté dans l'avion que c'était une connerie. Donc, ça avait complètement foiré le truc. Et là, on attendait de voir si M. Trump tweet et quelle sera la ténor de son tweet pour juger de la réussite ou pas du G7. Vous imaginez l'importance que les réseaux sociaux ont pris, même dans les relations internationales. Alors, M. Nkou, pour moi, si on en croit, M. Manangou, on peut se dire, est-ce que vous pouvez justifier ce fossé numérique en matière de communication politique comme étant en absence également de culture numérique dans notre pays qu'il faut corriger? Ouais, vous avez bien fait de parler de culture. C'est évident que il y a des... Ce n'est pas on ne peut pas dire que ce soit un passage obligé. Quand on est politique, on a le souci de porter son message à son opinion. Et il vaut mieux porter son message sur un canal sur lequel on se sent plus à l'aise, plus efficace. C'est vrai que les gens de la génération un peu avant nous ont déjà du mal avec le clavier, l'écran, etc. Et donc, ils ne sont pas très à l'aise avec ça. Et mais là, ça ne sera pas un faux débat. On voit ailleurs quand même que ce n'est pas une question de génération. C'est tout à fait vrai. Il y a aussi des jeunes qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec le clavier. Et donc, du coup, ce qui est vrai, c'est qu'on semble assister, en tout cas, s'il faut le résumer, à deux extrêmes. Il y a des gens pour qui Internet, informatique, digital, les réseaux sociaux, etc., c'est vraiment quelque chose qu'il faut tenir loin là-bas. Je connais des grands qui ont beaucoup de responsabilités dans ce pays, pour qui, justement, les Facebook, tout ça, ça ne peut pas être son affaire parce que, justement, il y a trop de risques. On ne maîtrise pas vraiment ce qu'il y a derrière, ni comment ça se fait. Vous mettez une image et vous ne savez pas ce qu'elle devient. Vous mettez une phrase, vous ne savez pas ce qu'elle devient, etc. Et donc, rien que par rapport à ça, le politique, jeune même, a beaucoup de prudence et se dit, moi, ce n'est pas mon truc. Bon, à côté, il y a des gens beaucoup plus âgés, de l'ordre de plus de 70 ans, etc., qui ont fait leurs preuves et qui savent, qui maîtrisent un type de communication et une sorte de proximité différente de celle qu'on obtient avec le digital. Ils ont plutôt une proximité où ils se déplacent, ils téléphonent, ils envoient des messagers, parce que vous savez qu'à un certain niveau, l'envoi de messagers humains encore énormément d'impact. Plutôt que justement d'envoyer un tweet ou un WhatsApp à son ami de même âge, l'ami considère que si tu m'envoyais quelqu'un de proche de toi, d'un certain âge lui aussi, d'un certain rang lui aussi, et que cette personne a fait la route et est venue me voir, c'est que ce que tu vas me dire a une importance capitale. Et on le considère différemment. Donc on ne peut pas juger de ça. À l'extrême, il y a des jeunes gens, des jeunes politiques qui font leur entrée et qui tombent sur les réseaux sociaux. Ils trouvent le mécanisme, le média réseau social, et ils ont tendance comme ça à l'utiliser avec beaucoup de... Ils débordent en fait.
Et c'est là le problème. Et justement, donc, on va parler de ces problèmes-là. En donnant d'abord la parole à Vivien Manangou, vous êtes acteur politique, bien sûr universitaire, de l'opposition, j'ai présenté tout à l'heure. Comment justifierez-vous un peu cette tendance, notamment pour les gens qui sont de l'opposition, à user des réseaux sociaux, justement, pour un combat, comme on dirait, au bas de la ceinture? Alors, monsieur le pote, je vous aime beaucoup, mais ne me demandez pas de justifier des insultes ou des injures. Parce qu'on ne justifie pas l'injure et l'insulte. Alors, donc, si quelqu'un insulte, il est mal élevé. Je ne suis pas venu ici pour justifier les injures, les insultes des gens. Mais par contre, il y a des raisons plus structurelles sur lesquelles on peut réfléchir, sur lesquelles on peut débattre. Je crois qu'il y a la première chose, c'est qu'il faut comprendre, et ça, ce n'est pas un cas spécifique au Congo, c'est un cas qui est partout valable, c'est que nous avons la presse qui est souvent d'une certaine façon contrôlée. Pas toujours par le pouvoir. Quelqu'un qui crée une presse peut être une presse privée, qui crée sa presse, pas sa presse, dans son esprit, il a une ligne éditoriale. Il dit à ses journalistes, écoutez, vous faites comme ça. Et ils font comme ça. Ce qui n'a rien à voir avec le pouvoir. Le pouvoir a une télé nationale, et c'est normal, c'est une télé publique. Le pouvoir aussi dicte ses directives d'une certaine façon. Et donc, l'opposition, très souvent, se retrouve sans médias officiels. Il leur reste Internet. Dieu merci, il y a eu Internet. Alors, ça ne doit pas justifier les insultes, ça ne doit pas justifier les injures. Mais ils ont un espace qui leur permet de faire passer leurs idées, qui leur permet de s'exprimer, Dieu merci. Alors, pourquoi l'opposition en arrive à ça? Mais pour une raison très simple, monsieur le pote. D'ailleurs, ce n'est pas l'apanage de l'opposition. Les derniers exemples qu'on a vus, des gens qui s'écharpent sur... On a même un ministre qui a été viré dans ce pays pour ces histoires-là. Donc ce n'est pas l'apanage de l'opposition. Donc ne dites pas que c'est l'opposition, spécialement, ou qui s'est spécialisée dans l'injure, dans l'invective, puisque le cas le plus récent, le plus officiel, ne vient pas de l'opposition, mais d'un ministre de la République, et Dieu merci, qui a été viré par le président de la République. Alors, donc, ce que je souhaiterais dire clairement, c'est qu'il faut distinguer les acteurs politiques des commentateurs sur les réseaux sociaux. Monsieur le Pote, je vous prends un témoin. Citez-moi le nom d'un acteur politique, même de l'opposition, qui est venu injurier quelqu'un sur les réseaux sociaux. Un acteur politique, j'entends. Je ne parle pas de commentateurs, de ceux qui se lèvent un matin et deviennent... Mais on parle pas seulement d'injures, mais on parle également de messages, incitation à la haine, la haine tribale, et tout ça, ce sont des messages qui sont... Et là, je suis d'accord avec vous. Et là, je suis d'accord avec vous, il y a un gros problème. Mais le problème, c'est que les réseaux sociaux sont devenus une espèce de no man's land. C'est-à-dire que c'est un monde sans droit où les gens peuvent venir dire tout ce qui s'y trouve. Et là, c'est fondamental que le pouvoir, quand je dis pouvoir, je parle l'État, puisse se saisir de cette affaire pour réglementer. Réglementer, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer Internet ou empêcher les gens de... Mais ça, on va en parler parce qu'il y a de lois, justement, excusez-moi de vous interrompre, parce que là, on va revenir sur la loi. Alors, monsieur Jean-Claude Cou, vous êtes spécialiste. Comment expliquez-vous d'ailleurs que pendant que le Congo parle du numérique comme un vecteur du développement économique, de la diversification de l'économie congolaise, mais qu'on sente quand même que les autorités, notamment politiques, qui ne peuvent pas oser aller sur Internet, tant plein de risques dedans? Alors, ça y va de la nature même des réseaux sociaux, en fait, et de la liberté. C'est cette notion de liberté qui est donnée à Internet et qui ouvre droit un peu à tout. Et il ne s'agit pas de stigmatiser un camp ou un autre lorsqu'on voit des réactions sur Internet ou sur les réseaux sociaux qui débordent. Par exemple, j'aimerais bien revenir sur ce qu'a dit mon ami, M. Manangou, sur, par exemple, l'accès aux médias. Effectivement, on le sent bien quand on est dans l'opposition, on a tout le temps l'impression qu'on n'a pas accès aux médias. Bon, en France aussi, on a le même débat. Bien sûr, partout, évidemment. Les politiques ont accès à des médias. Bien sûr. Tout le temps, il y a toujours ce même débat. Mais ça ne justifie pas pour qu'on se tourne vers Internet, parce qu'il y a une liberté d'expression, entre guillemets, et qu'on puisse se sentir libre de dire absolument tout ce qu'on veut. Et là, c'est à soi de savoir se limiter par rapport à son éducation. M. Manangou l'a bien dit, si vous venez insulter quelqu'un, c'est parce que vous avez ce niveau d'éducation qui consiste à vous permettre de porter une insulte à une personne. Autrement, si on veut se sentir dans la liberté de s'exprimer, il faut justement
respecter cette liberté et s'exprimer en toute franchise, en provoquant des débats d'idées, des débats qui font évoluer. Hein, il nous l'a dit au début qu'un politique, avant tout, son but, c'est de changer la société. Mais il faut que les débats soient du niveau de ce qu'on peut apporter à la société. Maintenant, pour répondre à votre question, il faut savoir que ce que j'appelle la main gauche des réseaux sociaux, c'est-à-dire tout ce qui est le côté qui paraît négatif, hein, il y a deux façons de voir pourquoi ça arrive. Ça arrive à deux niveaux. Déjà, si on sent qu'on doit être présent sur les réseaux sociaux pour être proche de ceux à qui on parle, etc. C'est très bien. Mais il faut savoir à qui on parle, pourquoi on parle et qu'est-ce qu'on veut leur dire. Et savoir que c'est mesuré. Vous savez, la même chose existe dans notre rue, hein, dans nos rues, dans nos vies privées. Les réseaux sociaux sont une traduction de ce que nous, on pouvait déjà faire dans notre petite communauté. Il y a des choses même, en dehors de toute régulation, où ce n'est qu'une régulation morale. Vous ne pouvez pas, parce que chacun est libre de sortir dans la rue et d'ouvrir la bouche et de dire ce qu'il veut, non? Personne ne vous interdit. Mais vous sortez dans la rue et vous y dites n'importe quoi. Vous parlez de vous, vous vous montrez dans la manière la plus intime et vous dites n'importe quoi. Vous ne devrez qu'à vous-même. Ouais. Le fait que ça vous retombe dessus, ne fût-ce que parce que les gens vont rigoler, d'autres vont vous critiquer, votre famille sera plus ou moins indexée et tout. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous allez sur les réseaux sociaux et que vous y êtes accro, mais que vous publiez tout et n'importe quoi, attendez-vous à ce que vous recevez la foudre. Deuxième chose, sur les réseaux sociaux, bon, c'est vrai, vous y êtes présent, vous aimez vous exprimer, attendez-vous, surtout si vous êtes politique, attendez-vous à ce que vos détracteurs, vos ennemis, ceux qui sont vos opposants ou vos challengers, viennent vous répondre de la manière qui est la leur. Donc, c'est aussi vous qui régulez, je veux dire, l'intensité, le flux de ce qui se passe à propos de vous sur les réseaux sociaux. C'est une question de mesure. Les gens y vont, parce qu'il faut y aller tout le temps, et même l'exemple de Trump. Vous savez, Trump, c'est loin d'être un idiot. Hein. Il sait parfaitement ce qu'il fait. On a l'impression qu'il se lève sur Twitter, il dort sur Twitter et il raconte n'importe quoi. Pas du tout. C'est très calculé. Et lui, c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il peut communiquer sur New York Times, sur BBC ou CNN, mais qui choisit cette façon pour se distinguer. Et c'est très calculé. En disant comme ça, tout paraît tout beau. Je risque même de dire tout beau pour être vrai. Parce qu'on va se rappeler quand même, au niveau continental, nous avons eu dans différents pays des épisodes où l'Internet devait être coupé parce qu'il y avait des grandes échéances, notamment les élections. Nous, dans notre pays, on en a fait l'expérience en 2016. Ça, c'est une mesure. Justement parce que trop d'intox qui deviennent quand même dangereux pour la société. Ouais, donc ça aussi, c'est quelque chose à... Non, ce n'est pas une mesure qui se justifiait du point de vue de la communication. Ce sont des mesures qui se justifiaient par rapport à la sécurité. Voilà. Vous savez qu'il y a un moment donné, on parle quand même à l'opinion. Nous parlons à des gens, nous parlons à des cerveaux. Faisons attention à ce qu'on leur raconte. Si à un moment donné de tension, je ne dis pas politique, parce que j'évite, parce que quand on dit politique, on croit que c'est facile, on croit que ça justifie tout. Quand on est face à une vraie tension sociale, une vraie tension qui devient d'un niveau sécuritaire, pour dire qu'à un moment donné, un débordement peut entraîner des pertes de vie humaine, là, il y a des mesures de cette catégorie qui doivent être prises. Et il faut savoir les justifier rien que par ça. Mais en même temps, c'est pour aussi expliquer qu'il faut savoir maîtriser son Internet. D'accord. Et un pays doit savoir maîtriser ses réseaux sociaux. D'accord, on en parlera avec vous. Vous êtes d'ailleurs spécialiste de la question. Monsieur Manangou, tout à l'heure, j'évoquais les questions d'intox au niveau de réseaux sociaux. Oui, mais
Avant les réseaux sociaux, ça existait aussi. Enfin, les gens, ils procédaient différemment. Ils passaient de maison en maison. Moi, j'ai un vague souvenir dans les années 90 à Pointe-Noire. Quand il y avait des tensions à Brazzaville, nous avions des vieux dans les quartiers qui passaient nous dire, quand ils repéraient votre origine ethnique, ils venaient vous dire, attention, on va s'organiser comme ça. Il n'y avait pas des réseaux sociaux, mais il y avait déjà des gens qui étaient capables de mettre le feu, d'allumer l'allumette. Donc, il y en aura toujours des gens qui sont de mauvaise foi, qui ont la volonté de mettre le feu. Et on aura toujours. Alors, est-ce qu'on va priver les gens de liberté? Parce qu'il y a des gens, appelons les brebis égarés, qui essayent d'allumer le feu? Non. Bien sûr que non. À nous de regarder dans quelle mesure tout ça ne déborde pas. Et je crois qu'il y a des mesures qui peuvent être prises. Tous les États sont confrontés à ça. En France, l'intox, ça s'appelle aujourd'hui l'infox. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien constaté que c'est... Regardez l'histoire de Rouen, l'incendie de Rouen. Allez sur Internet, vous allez voir, les gens racontent des choses extraordinaires, extraordinairement fausses, j'allais dire. Mais oui, mais pour autant, on ne va pas interdire l'Internet. C'est-à-dire qu'il y aura toujours ces gens-là qui porteront des messages pour faire peur, pour faire... Très bien. Il y en aura aussi qui diront la vérité. Et pour vous, le combat politique sur Internet, le combat tel que nous le définissons ici, trouve tout son sens, ou pour vous trouvera mieux son sens si cela participait notamment à l'amélioration, au développement sur des grandes questions, notamment l'économie. On a tendance à moins parler de ça que de parler des individus. Oui. Est-ce que pour vous, vous qui êtes de l'opposition, ça vous sert ou ça ne vous sert pas? Qu'est-ce qui nous sert ou nous En sert fait, pas ce combat d'individus où on passe outre les grandes questions. Je ne suis pas le porte-parole de l'opposition. Non, je sais. Vous me demandez si ça me sert. Écoutez, je vous ai dit au départ, préalablement, qu'on fait la politique parce qu'on veut voir la vie des gens s'améliorer. Donc, ce n'est pas une affaire d'individu, ce n'est pas une affaire de personne, c'est une affaire d'idées, de convictions. Et là, en l'occurrence, concernant cette affaire d'Internet-là, vous savez, il y a un problème. L'Internet a un problème, un vrai problème. C'est que chacun est procureur sur Internet. C'est-à-dire que chacun peut se lever, il prend son téléphone, il raconte ce qu'il veut. Il raconte ce qu'il veut. À partir de ce moment-là, même le chef d'un parti, fut-il d'opposition, est incapable de réguler tout ça. Donc, attention, ne jetons pas la pierre par rapport à ça. Alors, il y a quelque chose qui est très bien, c'est que c'est une extraordinaire ouverture de parole, libération de parole. Les gens peuvent s'exprimer. Et puis, quand les gens s'expriment, on peut ou ne pas être d'accord avec l'expression. Le problème, après, c'est la limite que pose la loi. Est-ce qu'on peut injurier quelqu'un, soi-disant qu'on est sur Internet? Non, l'injure, c'est l'injure. Sur Internet ou pas, Oui, la diffamation, pareil. La diffamation, pareil. Alors, voilà. monsieur le spécialiste, on parle de l'infox en France, l'intox ici, ça existe. Est-ce que les États sont impuissants? Ce qui est vrai, c'est une technologie nouvelle, on les appelle les nouvelles technologies. Elles avancent très vite, plus vite que les lois, plus vite que nous-mêmes et tout ça, on est tout le temps surpris. Mais pour revenir... Je vais répondre à votre question. Pour revenir un peu sur la communication politique en tant que telle, sur les réseaux sociaux ou sur les médias, vous savez, il faut considérer les réseaux sociaux, les médias classiques, le radio-trottoir, tout ce qui a déjà été utilisé comme étant des médias. Après, est-ce que l'homme politique, est-ce qu'il sait communiquer? Parce que la communication, elle reste la même. On doit avoir une stratégie, on doit avoir son message, on doit avoir son plan de com'. Ça reste la même. Est-ce qu'on est un bon communicant, un bon communicateur, un bon stratège ou pas? Parce que si on est mauvais, même la télé simple, si on n'utilise que la télé, ça peut vous tuer. Donc, la com peut tuer un politique s'il est mauvais, comme la com peut le faire élire s'il est excellent, comme Barack Obama, comme JFK, comme Kennedy, comme Trump sur Twitter. Parce que, à titre d'exemple, si un président qui n'est pas préparé, qui ne maîtrise pas les règles de Twitter et qui ne connaît pas sa propre stratégie de com, crée son compte Twitter et chaque matin veut raconter dessus ce qu'il veut, eh ben, il va avoir quel cauchemar il peut créer parce qu'il n'a pas les mêmes techniques, mêmes règles, mêmes tactiques de communication que ce qu'a pu définir Trump au préalable avant de venir sélectionner comme Twitter son média favori. Bien, c'était pour dire que la com tue les politiques, les mauvais. Alors, si vous voyez que ça se passe mal pour un politicien parce qu'il est sur Internet, c'est parce qu'il est d'abord mauvais en tant que communicateur lui-même en politique et peut-être aussi mauvais en politique. Bien, maintenant pour dire, est-ce que les États se sentent impuissants face à ce que l'Internet apporte
comme régulation, comme mode de fonctionnement surprenant. Oui, les États ont beaucoup de difficultés parce qu'il y a justement cette ouverture énorme, cette liberté énorme sur Internet. Internet, c'est d'abord un monde qui a été créé pour promouvoir la liberté de tout. Donc face à ça, la plupart des États sont construits sur des structures de contrôle. Bien sûr. Quelque chose qu'on a du mal à contrôler. C'est la fin des visas. Voilà, exactement. Donc, forcément, ça met des gens face à une régulation qui est délicate. Vous voyez, aux États-Unis, tout le monde dit que Donald Trump a été élu par les débordements de fake news, l'ingérence électorale dans leur système, Facebook, etc. Oui, en partie, c'est vrai, mais ce sont des failles qui ont été utilisées et ces failles-là, ni le FBI, ni les grands systèmes sécuritaires américains n'ont su les colmater. Donc, effectivement, ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile au niveau sécuritaire, ce n'est pas facile au niveau législatif. C'est très difficile de légiférer sur Internet. On essaye tout, on crée des lois qu'on veut, on définit des règles d'éthique, de déontologie. On voit bien que ça n'a pas été prévu. Mais justement sur la question, le Congo donc, qui a son plan stratégique en la matière, il y a des lois qui sont donc votées, mais dans la pratique, notamment la loi sur la protection des données à caractère personnel. Donc désormais, au Congo, à travers cette loi, il sera plus possible de poster. Nous avions reçu le ministre Ibombo ici et nous en a fait l'écho. On ne peut plus prendre la photo d'un politicien ou d'un Congolais malade. On balancerait réseaux sociaux pour dire qu'un tel est malade. Tout cela va être protégé. Oui. Il y aura également l'oubli sur Internet. Donc il ne faudra pas quelqu'un qui est chez lui met un message. Je prends comme ça un tel voleur, mais on ne sait pas plus tard quel sera son avenir et on aura la possibilité de pouvoir retirer cela, parce que l'Internet, il n'est pas facile d'oublier. Je suis d'accord avec vous. Et tout cela, pour vous, c'est vraiment pour mettre les conditions bien sûr, gérer. Bien sûr, il y a que face à ça, la politique ne peut pas rester les bras croisés. C'est tout à fait normal que chacun fasse son travail. Et moi, j'apprécie énormément ce que l'on fait au niveau du gouvernement. Et le ministre a bien raison de prendre des mesures. Parce que ce serait rester sans prendre des mesures face à des situations qui débordent. Ce serait ne pas faire son job. Donc, ce que fait le ministre, ce que fait le gouvernement, c'est à apprécier, il faut l'applaudir, c'est très bien. La seule chose, c'est qu'on est face à une technologie, face à des plateformes, face à la technique. C'est que ce sont des choses difficiles. Même aux États-Unis d'Amérique, si on prend aussi une loi sur l'oubli, je crois qu'elle existe. En France, que je connais bien, en France, elle existe. Mais elle existe et elle est là. Oui, M. Nangou, oui, simplement par rapport à la loi, parce que ce que je souhaiterais rajouter, c'est qu'en droit, on appelle ça l'illusion de la vertu du droit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que le droit peut tout faire. Et là, en l'occurrence, le droit peut faire pas grand-chose. C'est ça la réalité. Il faut le savoir. Et donc, tout en adoptant la loi, de regarder comment on fait par ailleurs, parce que ça touche d'abord le comportement des gens, ça touche d'abord l'éducation des gens. Cette question de cette fameuse loi portée par le ministre Ibombo, oui, dans acte, il faut une loi. Dans la pratique, c'est le fameux écart entre la théorie et la pratique. Dans la pratique, comment on fait? Un type qui crée un compte depuis le Bénin, sur un faux nom, et qui publie une photo de M. Manangou, vous faites comment? Concrètement, vous faites comment? Est-ce que la loi, à ce moment-là, la loi devient un tigre en papier? Non, mais la loi prévoit donc la pénalisation. Non, mais attendez, on connaît le niveau d'informatique du Congo. Si la France n'arrive pas, les États-Unis n'arrivent pas, c'est pas le compte qui va arriver. Attendez, ne racontez pas les sourdies aux gens. Alors, on sait quel est le niveau de notre pays sur ces questions-là. Donc là, voilà, on a une loi qui va être un écran, c'est pour dissuader. Mais ne pensons pas que cette loi va empêcher les dérives que nous sommes en train de voir. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'aller au-delà de la loi. Parce que tout ne se règle pas par la régulation. Il faut le savoir, et c'est le juriste qui vous dit, tout ne se règle pas par la régulation. Quelquefois, il y a des méthodes qui sont beaucoup plus efficaces que la régulation. Alors maintenant, on va quand même parler aussi on a tourné autour de tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, à l'Internet. Mais maintenant, comment bien communiquer en tant que politique
sur le réseau social. Je rappelais qu'il y a eu en février donc, dernier, 2019, une rencontre organisée par les députés Feriol Gassakis, notamment pour parler de ces questions, parce qu'il est clair que dans le pays, la communication sur les réseaux sociaux pose un certain nombre de problèmes. Et là, je vais citer le ministre Thierry Mungala, qui a pris part donc, à ces assises. Il dit ceci: être présent et actif sur les réseaux sociaux doit s'inscrire dans une démarche réfléchie avec un discours de fond ou plus près de la réalité et adapté aux principes qui fondent le respect et la dignité de tierces. Fin de citation. Ça, c'est dit par le ministre Mungala. Il est dit parce que c'est clair, les gens y vont, mais c'est pour soit détruire les autres, ou soit pour distiller des messages, notamment contre l'unité nationale, des choses comme ça. Maintenant, quand on est un bon communicateur en politique, si on veut faire de la bonne communication politique sur les réseaux sociaux, comment s'y prendre quand on sait que, malheureusement, il existe des l'intox dedans? Eh bien, heureusement que vous posez la question pour demander à des gens qui ont tout à gagner à bien communiquer. Et donc, vous voulez leur demander comment être bon là-dessus. Exactement. Donc, on va répondre rien que par rapport à ça, parce que sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez vous en douter et que vous le voyez bien, il ne s'agit pas que des politiques pour communiquer. Et quand je dis qu'il ne s'agit pas que des politiques, c'est que les politiques communiquent vis-à-vis d'une opinion. Cette opinion, c'est le peuple, le public. Alors, premièrement, à supposer qu'un politique, comme je l'ai dit, parce que, vous savez, ce n'est pas une question de canal, ce n'est pas une question de médias, c'est une question de soi-même, de technique, de tactique, de communication. Pour être bon en com, si vous êtes vraiment bon, vous avez un bon message, vous avez une très bonne stratégie, vous avez un très bon plan de com, vous allez dans la rue sans réseaux sociaux, de rue en rue, vous faites campagne, vous transmettez un vrai message, vous savez parler aux gens, vous êtes un tribun, vous allez réussir. Donc sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Et quand vous sortez dans la rue, quand vous parlez à un public, vous ne leur racontez pas n'importe quoi. Mais sur les réseaux sociaux, les gens n'ont toujours pas le temps avec leur téléphone WhatsApp de lire de gros messages. Il faut des petits messages. Mais certains spécialistes pensent qu'il faut une méthode pour communiquer. Vous m'amenez à vous dire donc que comme il s'agit d'un problème de canal et donc de médias, il faut bien savoir qu'en com, pourquoi il existe donc différents médias? S'ils étaient tous les mêmes et qu'on pouvait se comporter partout sur tous les médias de la même manière, on n'avait qu'à faire un média unique. Quand vous allez dans la rue, vous avez une façon de parler. Quand vous allez à la télévision, vous avez une façon de parler. Parce qu'à la télévision, plus que sur les réseaux sociaux, le temps est encore plus limité. Donc, c'est à vous de maîtriser vos médias et savoir que là-dessus, j'ai telle spécificité à tenir en compte, la durée, la longueur de mon message, l'impact, le mot que je peux utiliser. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est un problème de stratégie. C'est vous qui définissez votre com. Après, vous utilisez les différents médias. Et même dans les médias sociaux, vous ne pouvez pas communiquer de la même manière sur Twitter, comme vous allez communiquer sur Facebook, et comme vous allez communiquer sur WhatsApp. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que faut maîtriser votre com, vous devez maîtriser les canaux, vous devez maîtriser votre message, vous devez maîtriser vos éléments de langage, vous devez maîtriser votre visuel, votre image. Donc, ça part de là. N'incriminez pas les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est un mauvais, comme on dit, procès qu'on fait aux pauvres réseaux sociaux, parce qu'on aurait dû le faire avant sur ce qui se passe dans la rue, sur le radio-trottoir. Vous maîtrisez votre com, vous savez maîtriser votre com, ou vous ne savez pas maîtriser votre com. En revanche, j'ai dit qu'il y avait deux choses. Il y avait vous qui êtes l'émetteur de votre com, de votre message, de votre stratégie, et vous devez être bon. Et écoutez, on peut se permettre de demander à des gens d'être bons ou pas, ou juste d'être politique. Non, mais c'est... Donc, à partir de ce moment-là, quand vous êtes vraiment bon, vous êtes quand même sûr que vous avez des antagonistes face à vous. Vous avez un public qui n'est pas pour vous, et parfois c'est inconditionnel. Ces gens-là, ils ont aussi les réseaux sociaux sur lesquels ils se sentent libres. Ils ont leur mentalité. Donc, ils vont vous faire des retours en leur manière. Si votre message leur a plu, ils vont vous applaudir. Vous avez donc des likers, tout ce que vous voulez. Quand ils ne sont pas pour vous et que votre message ne leur a pas plu, vous allez les avoir contre vous et ça va pas être doux. Ils vont vous utiliser tout ce qu'ils peuvent utiliser pour vous combattre. Là, à vous de savoir comment on répond à ça.
C'est comme ça que souvent il se crée des crises, des communications de crise s'installent parce que soit vous avez dit vraiment volontairement ou involontairement quelque chose qui a blessé tout le monde et vous ramassez la foudre. À vous de savoir gérer aussi cette crise. Cette crise. Alors, M. Malangou... Soit vous avez que des ennemis, mais ils n'arrêtent pas de vous insulter, de vous attaquer. À vous de savoir aussi gérer sur ce média-là cette crise. Et il y a des façons de le faire. Alors, c'est ça. Et ça, si ça ne suffit pas, il y a la justice. D'accord. À la fin. Il y a la justice. Ça me rappelle quelque chose quand vous dites la justice. Voilà. Monsieur Malangou... On parle de comment communiquer, mais on reproche également à l'opposition de ne savoir pas communiquer parce que l'opposition tourne autour de mêmes thèmes, des mêmes choses. Sur Internet, vous pensez qu'il y a aussi lieu de changer parfois des discours pour les gens qui sont à l'opposition? Oui, enfin, mais ce n'est pas une question d'Internet. Globalement, je pense que l'opposition devrait changer le discours. Moi, je le pense. Je pense que l'opposition devrait changer le discours. Je le dis depuis des années. C'est qu'il y a des discours qui n'imprègnent pas. Pendant que d'autres imprègnent. Donc il faut changer de discours, c'est un travail. Moi je dis que le logiciel de l'opposition aujourd'hui est biaisé. Il faut complètement le refaire, je le dis depuis des années. Donc ce n'est pas une surprise, mais ça n'a rien à voir avec Internet. Encore une fois, monsieur Le Pote, ce que vous avez dans le débat congolais sur Internet, c'est le reflet de ce que sont les Congolais aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui ne veulent pas débattre sur des idées. C'est tout. C'est plus facile pour des gens d'aller exposer leur histoire de tribalisme, de machin, que de rentrer sur des débats de fond. Ça n'a rien à voir avec Internet. Si vous enlevez Internet, vous prenez tous ces gens-là, vous leur mettez dans une chambre, débattez, ils vont vous dire « Toi, tu viens d'où, machin ?» C'est-à-dire que ce sera ce débat-là. C'est ça, le Congo aujourd'hui. Bon, j'ai fait plusieurs fois l'expérience de prendre un débat de fond sur les questions de finances publiques auxquelles je m'intéresse depuis longtemps. D'essayer d'apporter ce débat-là. Personne ne vient commenter. Personne. Mais dès que je dis le gouvernement est mauvais, tout le monde vient commenter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens refusent de rentrer dans des débats de fond. Et ça n'a rien à voir avec Internet. Ce sont les Congolais aujourd'hui qui sont dans la facilité, dans la paresse intellectuelle. On refuse les grands sujets, les sujets qui peuvent porter le pays. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dit pendant des années qu'on a adopté les plus mauvais budgets du Congo. Mais en disant cela, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être qualifié d'opposant, l'opposant de la... De quoi? À la mangeoire, quelque chose comme ça? Ça saurait. Mais ça saurait si j'étais à la mangeoire. Mais vous savez, la liberté, disait Camus, est un droit. Est un droit. Non pas une contrainte. Donc moi, je suis un homme libre. Et donc je dis les choses à mes amis que j'aime beaucoup de l'opposition. Mais je crois qu'au-delà... Vous savez, l'opposition, ce n'est pas... Moi, je ne suis pas né opposant. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis opposant parce que je m'oppose à une situation que je trouve pas intéressante pour le pays. Si la situation changeait, je ne serais plus opposant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne veut pas se dire, écoutez, on va s'opposer parce qu'il faut qu'on s'oppose. On se pose parce qu'on veut voir les choses avancer. Si on a l'impression que l'opposition elle-même ne ferait pas avancer les choses, il faut qu'on se pose des questions. Sinon, ça ne sert à rien pour le pays. Et sinon, alors, on défend la mangeoire. D'accord. Alors, en sachant aussi que, vous parlez opposition, même opposition, il y a quand même différents types. Il y a des opposants qui sont, c'est l'opposition vraiment extrême, radicale. Il y a quand même une opposition qui est prête à des échanges plus ou moins modérés, si vous dites ainsi. Et puis il y a de l'opposition qui plutôt s'oppose à une façon de faire et qui dit que c'est cette façon-là. Mais de l'autre côté, ils sont facilement qualifiés. Après, c'est vrai qu'au moment de communiquer, il faut savoir faire passer son vrai message. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement avoir des schémas qui font que lorsqu'on a l'étiquette opposition, que cela signifie que lorsqu'on se sent en liberté sur un canal, alors on y va de tout parce qu'on n'a pas soi-même un vrai message de fond de programme ou de quelque chose à défendre. Il y a aussi ça. Non mais alors, arrêtons de faire le procès que l'Internet serait devenu la chasse ou un terrain de jeu de l'opposition qui viendrait insulter tout le monde. Moi, je peux vous dire, je n'ai aucun plaisir à voir des gens qui soutiennent le pouvoir sur Internet. Je vous dis honnêtement, donnez-moi le seul des noms des gens qui soutiennent le pouvoir, qui sur Internet expliquent pourquoi, par exemple, on a adopté la loi de finances 2018. Qui? Personne. Vous pensez que les gens qui soutiennent le pouvoir font des débats d'idées sur Internet? Donnez-moi des noms. Non.
Bon, Ce que je vous dis, après, il y a des fanatiques et des professionnels. Ce que j'essaie de dire, oui, Voilà. oui, mais on parle des politiques. Voilà. Ce que j'essaie de dire, je ne parle pas évidemment des spécialistes, des journalistes, ça n'a rien à voir. Je parle des politiques, puisque quand vous dites opposants, vous ne parlez pas des spécialistes, vous parlez des politiques. Alors moi j'entends les politiques qui soutiennent la majorité. Moi je n'en vois pas aussi qui viennent expliquer aux gens, par exemple, pourquoi on a adopté 3 budgets de suite, alors que la ligne budgétaire investissement était quasiment nulle ou à zéro. Personne n'explique pourquoi. Après, c'est vrai que... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Donc ce n'est pas... arrêtez de dire que l'opposition viendrait sur les réseaux sociaux pour simplement insulter. Ce sont les Congolais, parce que ces opposants-là sont des Congolais, il ne faut jamais l'oublier. Hein? Ce n'est pas des gens qu'on allait emprunter au Gabon. C'est exactement. Ouais. Et ces gens-là, ils sont comme les Congolais de la majorité, c'est-à-dire ils ne veulent pas avoir des débats de fond. Ils préfèrent attaquer des gens sur celui-ci c'est un voleur, celui-ci n'est pas de la même région que moi. Ils préfèrent ces débats-là que d'avoir des débats de fond. Voilà la réalité. Ne cachons pas le visage. D'accord, ok. Alors, on va terminer ces débats. On va maintenant nous projeter vers l'avenir. Tout à l'heure, je vous présentais comme chercheur en intelligence artificielle. Alors, vous l'avez dit, hein, l'Internet, toute cette évolution ne va pas s'arrêter là. Et comme on le sait que la communication politique ou la communication en soi restera toujours quelque chose d'important dans notre vie, avec la révolution qui vient, la 4e révolution, hein, on peut le dire ainsi, l'intelligence artificielle. Alors, nous, on n'est pas encore vraiment entré dans la révolution numérique, mais on essaie d'y être. Qu'est-ce que cela va encore apporter de plus, alors, pour un communicateur politique dans le contexte congolais? Merci. Tout d'abord, on ne peut pas dire qu'on ne soit pas dans la révolution numérique. Hein. Tout le monde entier est déjà dans cette révolution numérique. Ne fût-ce que on parce n'y est pas que, en plein. même dans notre pays, on vit quand même aussi déjà avec. Et la preuve, nous en faisons un débat. Alors, je vous comprends quand vous posez la question de savoir. Apparemment, on n'a pas très bien consommé l'étape actuelle, des réseaux sociaux notamment. Est-ce que demain, comment on fera pour mettre pied dans celle qui va venir et notamment se sentir à l'aise? C'est pour ça que c'est important de toujours prendre conscience que ces choses-là sont avant tout des moyens, c'est-à-dire des outils. Et que de la part de l'humain, de la part du politique, de la part de l'économiste, de la part de l'homme d'affaires, là on est sur le politique et on reste en communication, ça veut dire qu'il faut savoir exceller d'abord en tant qu'humain, en tant qu'homme politique, en tant que communicateur. Qu'est-ce que vous apportez? Le reste, ce ne sont que des outils. Après, même quand cette intelligence artificielle arriverait dans les outils comme les réseaux sociaux ou les télévisions, etc., si vous avez votre propre capacité à communiquer efficacement, croyez-moi, vous pouvez toujours communiquer, même dans la rue, avec le mégaphone, vous serez toujours efficace. C'est-à-dire que même si vous restez en dehors de la technique, vous pourrez toujours rester efficace. Ce n'est pas la technique qui fait le bon communicateur, ni le bon politique, ni le bon politicien. D'être plus efficace que celui qui est sur Twitter ou WhatsApp. Monsieur Malongo, on va terminer. Je parlais sur l'évolution. Voilà, nous restons dans la communication politique. Et cela implique également, hein, parce que je ne nous vois pas opposant comme étant singulariser la chose, mais je prends ça comme un binôme de la direction de l'État, c'est-à-dire qu'on sait bien dans chaque État, il y a une majorité qui gouverne et puis une opposition qui restera toujours là, c'est d'ailleurs constitutionnel. Enfin, pas qui restera toujours là, qui sera un jour au pouvoir. Enfin, c'est le pouvoir au pouvoir aujourd'hui, demain ça sera l'opposition, puis ça sera le pouvoir. Avec la magie de l'alternance. Exactement. C'est aussi, voir aussi développer ou bien cultiver une communication qui tient compte de réalité. Bien sûr, mais moi pour finir, je dirais simplement que je suis pas totalement d'accord avec M. Nkou. Moi je pense que là, de ce point de vue-là, on a raté en effet le passage à la révolution numérique. Nous l'avons raté. Lorsque ce que vous évoquez aujourd'hui, ce débat que nous faisons, c'est un débat Brazzaville-Point-Noir. C'est un débat Brazzaville-Point-Noir. 342 000 km², c'est pas Brazzaville-Point-Noir, je suis désolé. C'est jusqu'à Liranga, Nkaï, Makutipoko et tout ça. Et le débat numérique est complètement raté là-bas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, quand je fais la route, je n'ai pas l'impression que les gens vont suivre Congo Site, comment on appelle ça, Abétou.
Non. Mais maintenant, c'est Alors, plus Congo Site, hein, c'est maintenant Africa Baobab. Donc, oui, bah vous voyez, peu importe. Mais la ce que je veux lettre dire, du continent congolais. vous faites bien pour préciser ça fait de la pub. Mais peu importe. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que à Bétou, Baobab n'est toujours pas suivi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que. Mais là, je vous comprends, mais juste il faut savoir qu'il y a eu l'implémentation en fibre optique dans le pays. Il ne faut pas non plus occulter ça. Non, mais la question, ce n'est pas est-ce qu'il y a des efforts qui se font. Ils sont indéniables, les efforts. Ils sont indéniables, les efforts. Est-ce qu'aujourd'hui, nos compatriotes qui sont là-bas sont au fait du débat numérique? Non. À un moment donné, il faut se dire les choses. Il faut arrêter avec les... Non, il faut se dire les choses. Et les efforts techniques se font. Oui, bien sûr, c'est évident. Mais je parle de la réalité. Alors, moi, je parle en tant que politique. Si demain, moi, je suis candidat à une élection et que je vais aller toucher les gens, mais que je suis candidat, admettons, à Bétou, vous croyez que je vais procéder par Internet? Mais non, je ne toucherai personne. Et donc, c'est une vraie question. Donc, pour l'avenir, il faudrait voir à quel niveau, pour les hommes politiques, j'entends, il faut forcément concilier l'extraordinaire occasion que nous offre Internet, les réseaux sociaux, et puis la réalité du terrain, c'est-à-dire de toucher les gens. Quelquefois, quand on envoie quelqu'un voir un messager, c'est beaucoup plus efficace que 2008. C'est-à-dire que, voilà, donc il y a cette réalité-là, il y a les deux faces là, peut-être du même Janus, hein, il y a les deux faces. Il faut à la fois profiter parce que le monde s'ouvre, parce que c'est moderne et parce qu'on peut toucher des millions de gens en une seconde, mais en même temps, vous avez toujours un vieux quelque part, je ne sais pas, à Chitonji, qui voudra que le candidat du coin vienne dans sa case, lui dire bonjour, lui présenter ses civilités. Donc, il y aura toujours pour le politique ces deux-là. Le contact terrain, parce qu'on ne sent jamais mieux les problèmes du pays que dans le contact humain. Et puis, il y aura la communication politique qui peut passer par Internet, qui est un instrument extraordinaire. Extraordinaire. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur Congo Press Club. Une tribune, vous l'avez compris, ouverte donc au débat sur des questions, des grandes questions qui touchent à la marche de notre société. Aujourd'hui, on parlait de l'Internet, sur la pratique de la communication politique à l'ère donc du numérique. Nous espérons que les deux co-débatteurs ont apporté des réponses à vos questions. Je veux dire merci à M. Jean-Claude Cou. Je rappelle, vous êtes journaliste, éditeur de Africa Baobab, donc genre lettres du continent congolais. Pas vraiment, hein. Je veux dire, on est ce qu'on est. Et la lettre, elle est ce qu'elle est aussi. Hein. D'accord. C'est comme si vous disiez, les dépêches de Brazzaville, vous êtes comme Le Monde, le journal Le Monde. Alors, merci beaucoup d'être passé en tout cas. Merci en tout cas, vraiment merci. D'accord. On espère qu'on a apporté ce que vous souhaitez hein, comme contribution à se faire comprendre les enjeux actuels du digital et de la communication, notamment politique. Merci beaucoup à Vivien Manangou d'être passé. Je rappelle, vous êtes universitaire proche de position. Vous avez été donc porte-parole à l'époque. Je ne suis pas sûr que ce soit important de répéter non, mais je rappelle, ce qui s'est passé il y a 3 ans. Mais je crois que ce qui serait important, c'est de dire qu'en effet, vous êtes acteur politique. Acteur politique, donc proche de l'opposition. Universitaire et proche de l'opposition. Je crois que c'est mieux que tout le reste. C'est mieux comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres hein, pour le compte de ce 1e numéro de Congo Press Club. Je vais dire merci à l'équipe technique qui m'accompagne dans la production de cette émission. Je vais également dire merci à André Ondélé, directeur général de Télé Congo, vous le savez, concepteur et coordonnateur de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir et le même sens du devoir. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.